À Jérusalem, nous sommes en ligne, en direct avec notre correspondant Olivier Granilic. Bonjour Olivier, Boker Tov. On va commencer avec la bande de Gaza. Les négociations autour du désarmement du Hamas semblent désormais dans l'impasse. En effet, Ilana, un haut responsable du Conseil de la paix, reconnaît qu'aucune avancée majeure n'est attendue dans l'immédiat et le principal désaccord porte sur les armes du Hamas. L'organisation terroriste affirme désormais qu'aucune arme ne quittera la bande de Gaza et qu'elle accepterait seulement de placer ces armes lourdes sous la responsabilité d'une commission palestinienne. Israël exige au contraire un désarmement complet avec remise des armes à un organisme international jugé fiable. Le médiateur américain tente donc de trouver une solution intermédiaire, neutraliser les armes en retirant certaines pièces essentielles, voire les faire fondre directement dans la bande de Gaza. Et puis toujours dans la bande de Gaza, justement, les cerfs-volants lancés ces derniers jours inquiètent de plus en plus, Olivier, les responsables sécuritaires israéliens. Oui, selon Tzahal, ces lancements seraient liés au rythme des éliminations ciblées. Environ 3 à 4 terroristes tués chaque jour. L'armée estime surtout que les cerfs-volants pourraient n'être qu'une première étape. Ces dernières semaines, le Hamas a également tenté de poser des engins explosifs, dont l'un a été déclenché au passage d'un char israélien. Tzahal cherche donc désormais à identifier et éliminer les responsables de ces lancements, mais aussi ceux qui les organisent. Politique à présent, les grandes manœuvres se poursuivent à l'approche des élections. Oui, avec Benny Gantz et l'ancien ambassadeur d'Israël à l'ONU, Gilad Erdan, qui se sont rencontrés pour discuter d'une éventuelle liste commune. L'objectif est clair: éviter que leurs deux formations ne restent sous le seuil électoral. Gantz cherche également à convaincre l'ancienne ministre de la Justice, Ayelet Shaked, de rejoindre cette alliance. Mais le principal obstacle reste le même. Qui dirigera la liste? Ni Gantz ni Erdan ne semblent pour l'instant prêts à céder la première place. Et puis, après avoir annoncé la création de son nouveau parti, Ofer Winter est déjà au cœur de sa première polémique politique. Tout à fait, avec tout est parti d'une déclaration de Gadi Eisenkot. L'ancien chef d'état-major estime que Winter a été un bon commandant sur le terrain, mais qu'il n'a pas l'expérience stratégique nécessaire pour devenir ministre de la Défense. La réponse de Winter ne s'est pas fait attendre. Il accuse Eisenkot d'avoir lui-même incarné une politique de retenue et de mauvaise nomination au sommet de l'armée. Dans un long message, par ailleurs publié en arabe, le chef du parti Ra'am explique pourquoi il avait reconnu par le passé le caractère juif de l'État d'Israël. Oui, selon lui, il s'agissait avant tout d'un choix pragmatique. Mansour Abbas affirme que les partis arabes ont dû accepter cette réalité afin de ne pas risquer d'être exclus des élections à la Knesset. Il insiste toutefois sur le fait qu'il ne renonce ni au récit palestinien de la Nakba, ni à son soutien à la création d'un État palestinien aux côtés d'Israël. Son objectif, explique-t-il, est de participer au pouvoir et d'obtenir davantage d'influence politique pour la société arabe israélienne plutôt que de rester dans l'opposition. Des voix dans la majorité se sont élevées pour réclamer justement la démission du dirigeant du parti arabe. Et puis enfin, un changement de temps particulièrement spectaculaire est attendu ce week-end en Israël. Oui, avec les services météorologiques qui parlent d'un épisode de pluie sans précédent pour un mois d'août. À partir de samedi soir, des pluies importantes sont attendues du nord du pays jusqu'au nord du Negev, avec des orages, des éclairs, même localement de la grêle. Sur le littoral, notamment dans le Gush Dan, 20 à 30 mm de pluie pourraient tomber en seulement quelques heures, avec un risque important d'inondation. Un épisode d'autant plus exceptionnel qu'il s'agirait du deuxième épisode de forte pluie en Israël depuis le début du mois d'août, une situation qui n'a encore jamais été enregistrée. Et impossible de se quitter sans prendre des nouvelles, Olivier, des festivités du mariage d'Omer Adam et de Sacha Israelovic. Tout à fait, Ilana. Après plusieurs jours de célébration à Portofino, en Italie, le couple a célébré hier soir sa choupa avec une centaine d'invités. Omer Adam vêtu d'un costume blanc et Sacha en robe de mariée, bien entendu, sont entrés sous la choupa sur une chanson originale enregistrée spécialement par le chanteur. La cérémonie était dirigée par un rabbin Chabad devant les familles, les proches et beaucoup de célébrités israéliennes. Les festivités, on se rassure, Ilana, doivent maintenant se poursuivre pour quelques proches avec le Shabbat Ratan.
Alors, jetons un coup d'œil sur cette météo inhabituelle, avec ces pluies inhabituelles pour ce week-end, en tout cas à partir de samedi soir, dans la nuit de samedi à dimanche. On vient d'en parler, mais la chaleur pour le moment reste encore très lourde aujourd'hui. Pas de changement majeur pour l'instant. Sur la côte, la chaleur sera particulièrement pesante. Jusqu'à 43 degrés sont attendus à Eilat. Demain, les températures commenceront à baisser légèrement. Les températures prévues aujourd'hui, 31 degrés à Haïfa, jusqu'à 32 degrés à Tel Aviv, 35 à Jérusalem, 37 degrés à Beersheva et donc, comme je vous l'ai dit, 43 degrés à Eilat. Notre invité ce matin pour parler de l'Iran et pour parler de cette situation en Iran avec bien entendu cette décision prise par le président Trump contre l'Iran avec nous allons pas en parler tout de suite avec Didier Id-Jadi qui est sociologue franco-israélien spécialiste de l'Iran. Bonjour Boker Tov Didier, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Bonjour et merci beaucoup pour votre invitation. Je suis avec vous, je suis très content. Alors, on va parler de ces sanctions qui ont été décidées par Donald Trump contre l'Iran. D'abord, est-ce que vous pouvez nous résumer très rapidement quelles sont les sanctions et dans quel domaine ils touchent l'économie iranienne ? Écoutez, depuis donc 79, il y a la première série des sanctions suite à l'occupation donc de l'ambassade des États-Unis par les islamistes à Téhéran. Et ensuite, il y a eu effectivement les sanctions américaines, les sanctions internationales, mais également les sanctions européennes. Et donc, ce qui se passe effectivement, ce qui s'est passé jusqu'à maintenant, malgré les sanctions, le régime islamiste a pu effectivement les contourner en faisant bien évidemment des systèmes parallèles, opaques, etc. Donc, en grande partie, il a pu effectivement continuer son activité. Mais avec la nouvelle série de sanctions qui a été annoncée par les Américains, à la fois une application concrète de la totalité des sanctions américaines qui ont été annoncées, mais surtout également les sanctions visent également les pays qui ont des relations économiques avec donc le régime iranien. C'est les domaines de ces sanctions, à la fois monétaires, c'est-à-dire digitales, mais également financiers, bancaires, etc., mais également des sanctions concernant les individus, des personnalités donc du régime, ainsi que la totalité des entreprises qui ont un rôle dans le domaine nucléaire et également militaire. Alors Didier, comment ces sanctions ont été annoncées cette semaine? Ils ont déjà commencé à être mises en place. Concrètement, comment vit-on aujourd'hui en Iran? Est-ce que vous arrivez à savoir, est-ce que c'est déjà une influence, une implication sur la vie quotidienne des Iraniens, ces sanctions? Écoutez, de toute façon, la situation des Iraniens, effectivement, c'est une situation difficile, car l'inflation, le régime lui-même, il a annoncé il y a 2 jours, le taux d'inflation général, c'est 88%, et pour certains produits et services, ça atteint 250, voire 300%, effectivement, d'augmentation, mais également le chômage, mais également à peu près 2/3 de la population aujourd'hui se trouve dans une situation de pauvreté et d'extrême pauvreté, si vous voulez. Et bon, bien évidemment, même si les sanctions, ça touche directement le régime et les entreprises qui dépendent donc du régime, mais néanmoins, il y a aussi à la fois une pression sur la vie de tous les jours, mais également les agents du régime cherchent à tout moment, effectivement,
a profité de la situation pour, disons, de faire une certaine pénurie artificielle, si vous voulez, afin d'augmenter les prix également. Mais n'oublions pas, avec le blocus envisagé par des Américains depuis quelque temps, au niveau non pas du détroit d'Ormuz, car le détroit d'Ormuz est contrôlé ou saboté par le régime iranien, mais le blocus qui est plus loin au niveau donc de la mer d'Oman, eh bien aujourd'hui, à peu près 80% du produit pétrolier qui passe d'Iran, qui passe par ce mécanisme-là, est stoppé, bien évidemment, ainsi que les importations vers l'Iran. Et donc, cela joue un grand rôle dans le domaine, effectivement, économique. Pour beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de difficultés, mais surtout, on entend les responsables du régime, ils parlent effectivement du terrorisme économique pratiqué par des États-Unis. Cela veut dire qu'effectivement, ça fait mal. Alors, on va parler du régime dans quelques instants. Et on va essayer de savoir si ça le fragilise vraiment. Juste encore un mot par rapport aux variantes économiques dont vous avez parlé. Il y a aussi quelque chose de très important qu'il faut noter, c'est la chute du rial, qui est spectaculaire. Et c'est aujourd'hui vraiment un des principaux symboles de cette crise économique. Oui, bien évidemment, la valeur effectivement du rial ou de Toman, ça met en évidence qu'avec sa chute sans précédent dans l'histoire iranienne, ça met en évidence effectivement la baisse totale, disons, du pouvoir d'achat des Iraniens. Le rial iranien n'a aucune, si vous voulez, importance aujourd'hui, et que donc il y a beaucoup d'Iraniens qui cherchent à acheter de devises étrangers, ainsi que les dollars, mais également de l'or, si vous voulez, car à chaque instant, effectivement, il y a donc cette monnaie iranienne qui perd de sa valeur. Et que par conséquent, cela n'est pas seulement la conséquence des sanctions, c'est parce que l'économie iranienne, elle est malade. L'économie iranienne, elle est confisquée par les gardiens de la révolution et par les grandes, si vous voulez, fondations qu'on appelle les fondations, si vous voulez, les religieuses, et que tous ces gens-là bloquent la situation et la libre circulation donc des capitaux, etc. Et que forcément la situation est très grave. Juste un exemple. Aujourd'hui, il n'y a aucun mouvement d'investissement en Iran depuis l'étranger. Par exemple, l'industrie pétrolière iranienne a besoin de 400 milliards d'investissements, mais il n'y a aucun investisseur car on ne fait pas confiance à ce régime des mollahs. Alors on va parler du régime, et est-ce que ces sanctions, bien entendu, la question c'est de savoir en fait, Didier, si ces sanctions affaiblissent réellement le régime ou elles font surtout souffrir les Iraniens. Si vous voulez, certainement, cela a des conséquences négatives sur la vie de tous les jours, bien évidemment. Mais néanmoins, cela pèse sur le régime car la recette pétrolière aujourd'hui est très très limitée. La vente du pétrole est arrêtée, sauf le pétrole qui est dans les bateaux, disons, sur les mers, à partir de ce stockage donc du pétrole qui est effectivement qui a quelques recettes, mais néanmoins le budget de l'État concernant par exemple les services dans les hôpitaux, concernant les salaires des fonctionnaires ou également certains militaires et bien le régime, et également des retraités également. Sans arrêt, il y a aujourd'hui dans les différents secteurs donc au niveau national, il y a des contestations, il y a des petites manifestations de la part donc des retraités également là. Bien évidemment, ça touche la vie des gens, mais également
le régime lui-même, il est sanctionné, mais cela n'est pas suffisant pour faire tomber le régime. Il faut que cela, ça doit être véritablement efficace à tous les niveaux, car jusqu'à maintenant, effectivement, dans la réalité, il y avait une souplesse pour le régime iranien, et ce régime iranien a mis en place des systèmes parallèles, etc. Et d'autre part, il faut qu'il y ait également une poursuite de l'ensemble des gardiens de la révolution qui sont à l'étranger, qui ont des investissements et qui font va-et-vient entre l'Iran et puis l'étranger. Un autre point qui est absolument important, c'est il faut frapper toujours les responsables, des hauts responsables, des criminels qui sont au pouvoir, car ces gens-là, ils sont capables de s'organiser davantage, malgré effectivement la mort, d'un certain nombre d'entre eux. Et également, ce qui est absolument important, c'est qu'il faut aider le peuple iranien. Le peuple iranien, comment les aider, à la fois en visant effectivement des Bassidis, des gardiens de la révolution qui tirent sur la population, mais également des mercenaires étrangers, c'est-à-dire des Libanais, des Irakiens, et des Afghans qui sont en Iran, qui sont des soldats donc du régime, ceux qui étaient en Syrie à l'époque donc de Bachar, et que par conséquent viser ces gens-là et également non pas aller vers effectivement les Kurdes qui sont en Irak. C'est véritablement une fausse hypothèse. C'était pas bon comme choix dans le passé, mais aider les gens. Il y a un certain nombre donc des gens au sein donc de l'armée iranienne et il faut les aider. Il y a des gens volontaires pour également utiliser des armes. Mais néanmoins, la difficulté, comment les contacter, comment les organiser, bien évidemment, cela, c'est une autre dimension. Pour terminer, ma dernière question, Didier, est-ce que, en fin de compte, ces sanctions qui ont été décidées par le président Trump, c'est un peu le symbole du fait que le président Trump, les États-Unis, Washington, n'arrivent pas vraiment à trouver une solution face à ce régime iranien? Vous avez absolument raison, car l'objectif annoncé au départ, c'était effectivement d'empêcher la République islamique d'avoir sa bombe atomique, mais également d'arrêter l'enrichissement donc de l'uranium, qui est effectivement avec les 450 kilos de l'uranium enrichi à 60%, mais également limiter la totalité, disons, de la politique balistique du régime. Et enfin, la problématique, effectivement, des islamistes, des terroristes dans le Moyen-Orient, tels que Hamas, tels que donc Hezbollah, et puis les autres, là. C'était des objectifs annoncés au départ. Mais malgré les bombardements, les 40 jours, effectivement, eh bien, le régime, il est toujours en place. Et donc, je pense que c'est une erreur de la part des Américains d'empêcher des Israéliens d'être actifs dans l'action continue contre le régime. Et aujourd'hui, après ces journées donc, de guerre, ensuite la tension au niveau du détroit d'Ormuz, eh bien, la politique américaine consiste effectivement à étouffer le régime islamiste, mais le régime islamiste, certainement, si ça je l'ai dit, ça c'est sérieux et ce n'est pas du vent, il va souffrir, mais néanmoins, cela n'est pas encore suffisant pour faire tomber ce régime barbare islamiste en Iran. Très bien, merci beaucoup Didier Izzadji d'avoir été ce matin. Je rappelle que vous êtes sociologue franco-iranien, spécialiste de l'Iran et de l'islam. Merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Qualitat. Merci infiniment. Bonne journée à vous. Et nous commençons cette revue de la presse avec Gaza et un changement important dans la politique des éliminations ciblées.
C'est le Israël Hayom qui révèle ce matin que Tsahal a décidé d'accélérer le processus d'autorisation des frappes. Désormais, certaines éliminations pourront être approuvées directement par le commandant de la région sud et plus seulement par le chef d'état-major. Cette décision intervient alors que l'armée s'inquiète du retour des cerfs-volants lancés depuis Gaza. Selon le journal, le Hamas serait particulièrement frustré par le rythme des éliminations israéliennes. 3 à 4 terroristes qui sont tués chaque jour par Tsahal. Pour Danny Zaken, dans le Israël Hayom, ces cerfs-volants ne sont justement pas un phénomène anodin. Il estime en effet qu'ils font partie d'une campagne de communication orchestrée par le Hamas pour présenter Israël comme un pays paranoïaque qui inventerait des menaces pour justifier ses frappes. Le Hamas diffuse notamment des vidéos d'enfants de Gaza détruisant leurs cerfs-volants et accusant Israël de leur enlever l'un de leurs rares loisirs. Une manière, selon Zaken, de retourner l'image. Les enfants deviennent les victimes et Israël l'agresseur. Pour le journaliste, c'est donc précisément là que se trouve le piège. Pendant que le débat international se focalise sur les cerfs-volants présentés comme inoffensifs, le Hamas, lui, gagne du temps pour se réorganiser. Et puis, autre sujet d'inquiétude pour la situation sécuritaire en Israël, la situation en Judée-Samarie. Et c'est la chaîne 12 qui rapporte que Tsahal renforce fortement son dispositif dans la région avec désormais plus de 26 bataillons déployés. Lors d'une réunion spéciale avec Binyamin Netanyahou, les responsables de l'armée ont averti d'un risque de perte de contrôle si les violences continuent. Et ce qui inquiète particulièrement l'appareil sécuritaire, c'est la hausse des violences nationalistes commises par donc des Israéliens, alors même que le terrorisme palestinien est lui en léger recul. Parmi les mesures proposées, davantage d'arrestations, des amendes et surtout des sanctions financières. Le message de Tsahal est donc très clair. Dans une région déjà extrêmement explosive, chaque incident peut désormais provoquer une escalade beaucoup plus large. Puis on connaît à présent le prénom du fils du Premier ministre qui a été visé par les Iraniens. Il s'agit de Yair Netanyahou. Selon la chaîne américaine Newsmax, des agents iraniens auraient surveillé le fils aîné de Binyamin Netanyahou alors qu'il vivait en Floride, près de Miami. La cellule aurait observé son domicile, mais aussi ses habitudes et ses déplacements. Les renseignements israéliens auraient donc découvert le projet en décembre dernier. Yair Netanyahou aurait alors reçu l'ordre de quitter immédiatement les États-Unis et serait parti précisément pour Israël en laissant même une partie de ses affaires sur place. En politique à présent, la pression monte à moins de 2 semaines de la clôture des listes et la chaîne 12 révèle que Binyamin Netanyahou multiplie les manœuvres pour éviter que les voix de droite ne soient perdues sous le seuil électoral. Son objectif, provoquer plusieurs unions et pour convaincre les uns et les autres, Netanyahou garde 5 places éligibles sur la liste du Likoud, dont 3 particulièrement bien placées. Le cas d'Ofer Winter est plus compliqué, il nous explique ce matin Amit Segal. Selon le journaliste, Binyamin Netanyahou lui aurait proposé il y a quelques semaines une place réservée directement sur la liste du Likoud. Winter aurait refusé et selon d'autres versions, il n'aurait même pas répondu aux appels du bureau du Premier ministre. Dans son entourage, on explique qu'il ne veut pas rejoindre un parti qu'il considère comme ayant été associé à l'échec du 7 octobre. Et toujours en politique, un nouveau sondage publié par la chaîne 13 donne une image assez spectaculaire de la campagne. En effet, pour la première fois, le parti de Gadi Eisenkot arrive nettement en tête avec 24 sièges. Le Likoud de Binyamin Netanyahou tombe à 19 sièges, son plus mauvais résultat dans les sondages, tandis que Naftali Bennett obtient 13 mandats. Derrière, les démocrates sont à 11 sièges, Israël Beiteinu, Avigdor Lieberman à 9 et surtout aucun bloc ne parvient à obtenir une majorité. L'opposition totalise 57 sièges contre seulement 48 pour la coalition actuelle et les partis arabes obtiennent ensemble 15 mandats. Et ce sondage de la chaîne 13 est d'autant plus intéressant qu'un autre sondage publié par E24 News en hébreu donne une image très différente. Et cette fois, le Likoud reste en tête avec 26 sièges. Et cette fois, le Likoud reste en tête avec 26 sièges, devant Gadi Eisenkot à 23. Mais surtout, Ofer Winter
crée la surprise. Avec son nouveau parti, Emcha Israël, il obtient 8 sièges dès son premier sondage et il semble prendre directement des voix au Likoud qui perd 5 mandats par rapport au précédent sondage de la chaîne E24 News. Avec Winter, le bloc de droite atteindrait 59 sièges contre 49 pour l'opposition et 12 pour les partis arabes. Pour conclure, rappelons que ce que Shimon Peres disait sur les sondages, c'est comme le parfum, c'est agréable à sentir, mais dangereux à avaler. On termine avec une très belle histoire dans le Yediot Achronot autour d'une des plus belles chansons d'Israël, Yerushalayim Shel Zahav. Et nous sommes le 6 juin 1967, en pleine guerre des 6 jours. Un jeune soldat, Aaron Bar Oz, écrit à Naomi Shemer pour la remercier. Il lui raconte que dans les positions militaires du Nord, les soldats ne cessent de chanter sa chanson. Et 9 jours plus tard, Naomi Shemer lui répond personnellement. Elle lui écrit qu'elle est heureuse d'avoir pu, à sa manière et grâce à sa chanson, accompagner les soldats sur le front. Et puis, les 2 lettres disparaissent de l'histoire pendant près de 60 ans. Jusqu'au jour où la fille d'Aaron Bar Oz visite la Bibliothèque nationale à Jérusalem et reconnaît exposée devant elle l'écriture de son père. Et elle lance alors à la guide, c'est la lettre de mon père. La famille révèle qu'elle possède toujours la réponse originale de Naomi Shemer, soigneusement conservée et encadrée depuis 1967. Aaron Bar Oz, aujourd'hui âgé de 89 ans, et sa famille vient de confier cette lettre à la Bibliothèque nationale où les 2 courriers sont désormais réunis. Philippe Bouvard, un juste caché. Philippe Bouvard était un homme remarquablement intelligent, charismatique, doué d'un sens de la répartie phénoménal. Très jeune, je me rappelle, j'habitais encore en France, je prenais beaucoup de plaisir à regarder son émission, samedi soir. Et puis, comme cela arrive souvent, nous nous sommes perdus de vue. Malgré toute la sympathie que ce personnage m'inspire encore aujourd'hui, je crois pourtant qu'on exagère un peu le festival autour de sa disparition. Disons-le crûment, Philippe Bouvard a fait sa carrière dans un monde frivole où la futilité était souvent érigée en art de vivre, dans des milieux mondains, bon chic, bon genre. Toute sa vie, il nous a donné l'impression d'avoir évité, avec un talent consommé, toute prise de position. Les guerres, les conflits, les combats, c'était pour les autres. Lui, observer, commenter, ironiser. Même son lien avec le judaïsme, il l'a tenu à distance et semble avoir soigneusement évité de le mettre en avant pendant de très nombreuses années. Non, Philippe Bouvard n'était pas Joseph Joffo. Il ne jouait pas aux billes. Il devait pourtant savoir que l'État d'Israël existait. Il avait certainement entendu parler du 7 octobre. La tradition juive enseigne que le monde repose sur le mérite de 36 justes, dont personne ne connaît l'identité. Ma sympathie pour Philippe Bouvard m'entraîne quelquefois vers des idées un peu folles. Serait-il possible que notre dandy national ait été l'un d'entre eux ? Alors comme chaque semaine, on va essayer de faire un lien avec l'actualité et ce que nous vivons d'une façon générale et la paracha. Et cette semaine, vous avez trouvé un sujet, je dirais, dont on a vraiment beaucoup besoin actuellement, et c'est la joie. La joie dont il est question dans la paracha Kitavo. Oui, et dans la paracha Kitavo, c'est une paracha qui ne semble pas déborder de joie, parce qu'une bonne partie de la paracha est constituée de ce qu'on appelle les Torachot. Ce sont les avertissements que fait Dieu au peuple d'Israël par la voix de Moshe, avertissements qui sont liés au fait que si le peuple d'Israël n'accomplit pas les commandements, il lui arrivera un certain nombre de problèmes décrits prophétiquement d'ailleurs, parce que ces problèmes, on les a vécus. Et donc, ce sont des avertissements qui peuvent surprendre. Et puis, il y a un moment dans les causes, ça n'est pas seulement la cause du non-respect des mitzvot qui est invoquée, mais c'est une autre cause. Alors, je lis en hébreu, Tachat Asher lo avat et Hashem Elokecha
Besimcha ou Betov Levav, je traduis, parce que tu n'auras pas servi Hachem, ton Dieu, avec joie et avec, je dirais, l'allégresse du cœur, avec je dirais, de bon cœur en quelque sorte. Ouais. Et donc ça, c'est une raison qui semble un peu surprenante. La joie, en fait, nous dit ce texte, fait partie intégrante de la foi d'Israël. Les mitzvot doivent être accomplis dans la joie, et donc on peut s'interroger pourquoi, et on va voir évidemment quel est le lien avec l'actualité. Et donc, pourquoi la joie, d'ailleurs? Qu'est-ce que c'est que la joie? Si on se réfère aux psychologues, qui rejoignent d'ailleurs totalement la Torah, les psychologues nous disent la joie, c'est quand on progresse dans l'accomplissement de quelque chose qui nous tient à cœur, quelque chose dont on sait que potentiellement c'est en nous, et qu'on avance dans la réalisation de ce potentiel. Alors à ce moment-là, il y a de la joie, et donc la joie de réussir, cette joie est liée d'ailleurs souvent au partage avec les autres, et donc cette joie-là, elle est liée aux mitzvot, parce que les mitzvot, ça sert à quoi finalement? Ça sert à faire sortir ce qui est bien, on élève grâce aux mitzvot ce qui est sain dans le monde. Il y a cette notion de spiritualité qui consiste à faire en sorte que le monde de la matérialité est élevé. Et donc ça, c'est le potentiel de bien qui est dans le monde est réalisé par l'accomplissement des mitzvahs. Je vais donner 2 exemples très très simples. La tzedaka, mitzvah fondamentale, essentielle. C'est le potentiel de bien qui est en nous, et d'une manière générale, qui existe aussi dans le monde, qui surgit lorsqu'on fait l'acte de la tzedaka, lorsqu'on fait l'acte d'aider son prochain. Donc, de ce qui est quelque chose de négatif, c'est-à-dire la situation difficile de notre prochain, on arrive à faire quelque chose de positif, c'est-à-dire qu'on arrive à l'aider, à l'élever hors de la situation difficile dans laquelle il se trouve. Deuxième exemple, la tchouva, puisqu'on est au mois d'Elul, le retour à Dieu. Et bien, ce retour à Dieu, c'est la preuve qu'on a un potentiel de bien en nous, même si on a fait les pires choses, à un moment ou à un autre, si on fait tchouva, eh bien, le bien qui a été refoulé en nous va ressurgir. Et donc, c'est ça la source de la joie dans l'accomplissement des mitzvot. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, quel rapport avec ce qu'on vit aujourd'hui? Des choses qui sont je veux dire, le rapport, il est joyeuse. Il existe ce rapport. Ce rapport, d'abord, le constat. Malgré les deuils, malgré les difficultés, malgré les pressions qui pèsent sur le pays depuis sa création, et notamment depuis 3 ans, eh bien, le peuple d'Israël est un peuple qui est dans la joie. Dans la joie, on le constate, à travers, je dirais, la société israélienne. Ce n'est pas une société triste. Et d'autre part, il y a chaque année une étude internationale qui est faite. Et chaque année, il se trouve une étude internationale qui mesure le degré de satisfaction et de bonheur ressenti par les gens, c'est-à-dire la joie d'exister, de vivre. Cette joie de vivre-là, Israël est toujours parmi les 5 premiers pays à exprimer cette joie de vivre. Malgré tout, malgré les guerres. Donc c'est quelque chose d'absolument remarquable, extraordinaire. C'est-à-dire que cet élément essentiel de la foi d'Israël, il apparaît à travers toutes les catégories de la population, pas seulement les catégories religieuses. Et donc c'est ce lien-là que je voulais faire, justement pour montrer que, en dépit de toutes ces difficultés auxquelles nous faisons face, il y a au fond, je dirais, de l'âme juive, une aptitude à la joie, une aptitude à faire en sorte que le négatif se transforme en positif, cette espèce d'amour de la vie qui nous caractérise, alors que ce qui caractérise nos ennemis, c'est le contraire.
Ouais. Est-ce qu'il faut lier ça justement à cette volonté qui nous caractérise, comme vous dites, par rapport à nos ennemis, cette volonté de vouloir tout le temps vivre, de mettre la vie d'abord au premier plan, et l'importance qu'on attache justement à la vie. Et c'est peut-être ça qui, d'un côté, nous rend joyeux aussi, ce côté aussi de dire que demain sera mieux peut-être. Et cette tikva, cet espoir qui existe dans le peuple. Absolument, absolument. C'est ce sentiment de dire finalement, il y a toujours du bien qui peut ressortir même des situations les plus difficiles. Je dirais cette lumière qui luit toujours, même dans l'obscurité, qui a été racontée d'ailleurs même par les otages. Oui. Qui, dans leur situation qui semblait absolument désespérée, disaient qu'ils s'accrochaient à une lumière, à une espèce de promesse de bien à venir, et même pas seulement à venir. Dans les petits moments présents, ils arrivaient à trouver quelque chose de positif. Et ça, c'est, je dirais, caractéristique, cet amour de la vie qui est caractéristique du peuple d'Israël. Et je dirais, il y a une mitzvah, en réalité, qui est accompli à tout moment par tout le peuple d'Israël, religieux ou pas religieux. Et vous savez ce qu'est cette mitzvah, Olivier ? Cette mitzvah-là, c'est la mitzvah de vivre en Eretz Israël. Vivre en Eretz Israël, c'est une mitzvah. Elle est accomplie même par les non-religieux. Et cette mitzvah-là, elle est accomplie même par les non-religieux, comme on vient de le dire, dans l'amour de la vie et dans la joie. Et je dirais, c'est un peu la réponse à ce qui est dit dans la paracha, toutes les Torachot, c'est-à-dire que le retour du peuple juif sur sa terre, est vécu dans la joie, ou betov levav, c'est-à-dire avec la reconnaissance que l'on doit au miracle de Dieu qui a fait que le peuple d'Israël est revenu sur sa terre. Voilà, qu'on continue dans la joie, donc en tout cas, c'est ce qu'on lira dans la paracha de cette semaine, paracha Kitavo. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, David Saada, ce matin. Merci, Shabbat Shalom. Et Shabbat Shalom. Gilles Belaïch. Gilles, bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes président du groupe Financial Partners et président de l'Agence mondiale de lutte contre le financement du terrorisme. Alors, on va commencer, Gilles, par ce premier sujet, le shekel qui se renforce. Comment expliquer une monnaie israélienne aussi forte aujourd'hui, surtout dans le contexte sécuritaire que nous connaissons ? Oui, c'est vrai que c'est toujours un paradoxe de voir que l'économie israélienne et le shekel restent extrêmement forts quand on est dans un pays qui est tout de même dans une structuration où il y a un risque permanent géopolitique et de sécurité. Mais effectivement, depuis ces dernières semaines, on a des investisseurs qui sentent la tension sécuritaire diminuer sur Israël et qui recommencent à investir en Israël, ce qui est bien sûr est un excellent signe, et à commencer parce que c'est souvent ce qui nous amène le plus de devises, les ventes de sociétés high-tech et les investissements dans les sociétés israéliennes qui sont des entreprises qui sont extrêmement performantes et qui sont très attractives pour beaucoup de sociétés européennes et américaines. Plus on va avoir de sociétés internationales qui vont vouloir acquérir des sociétés israéliennes performantes, plus on va faire rentrer des devises puisqu'on sera ils seront obligés de convertir leur dollar ou leur euro pour pouvoir acheter des sociétés israéliennes en shekel. C'est une obligation en Israël comme dans beaucoup de pays dans le monde. Et on va se retrouver avec des volumes d'investissement qui se comptent en milliards de dollars. Et l'économie israélienne est toujours aussi attractive pour les entreprises étrangères
que ce soit d'ailleurs dans la sécurité, que la high-tech habituelle, type télécommunications ou les high-tech qui intègrent bien sûr les données de l'intelligence artificielle, on a une attraction qui est absolument incroyable. Donc ça, c'est vraiment le premier point, et le retour des investisseurs étrangers. Donc tout ça, c'est des conversions pour acheter du shekel, et ça renforce le shekel par rapport aux autres monnaies. C'est ça qui est intéressant, c'est que le shekel qui se renforce, c'est pas le dollar qui s'effondre, parce que le dollar ne s'effondre pas dans le reste du monde. Et c'est en fait les raisons principales, c'est justement ces investissements qui se font de plus en plus dans les sociétés israéliennes. Oui, c'est ça, c'est ce qui avait diminué depuis le 7 octobre, même si encore on avait eu des transactions qui étaient absolument incroyables, avec quelques ventes de pépites de sociétés israéliennes tout de même. Même pendant la période de fin 2023, il y a toujours eu des transactions, mais évidemment, on imagine bien un fonds d'investissement européen ou américain qui explique à son comité de direction que c'est peut-être pas le moment d'investir dans une société israélienne dans le contexte. Et ça, c'est revenu, même si, encore une fois, on est sur une pente qui est extrêmement positive. Et d'ailleurs, on voit bien que si on peut faire une petite nuance entre le dollar et l'euro, on voit bien d'ailleurs que le cours entre le dollar et le shekel n'a pas la même progression qu'entre l'euro et le shekel. On voit bien d'ailleurs que c'est le dollar qui est de moins en moins fort par rapport au shekel. C'est presque un euphémisme de dire ça, on dirait presque que c'est le shekel qui est de plus en plus fort par rapport au dollar, tout simplement parce que le mouvement des investisseurs américains est beaucoup plus fort que le mouvement européen, ce qui explique qu'on a aujourd'hui un shekel euro aux alentours de 3,47, ce qui est bien sûr bien inférieur à ce qu'on a connu dans le passé, dans les 4 ou les 4,50, mais les prévisions étaient d'avoir un shekel euro qui était plus proche de 3. On se maintient à 3,47, ce qui est censé être presque un étonnement pour les économistes, de se dire que quand on a un shekel qui va en dessous de 3 par rapport au dollar, 3,47, c'est presque pas trop mal, parce que les Européens sont ceux qui reviennent le moins vite. Ils reviennent, mais moins vite par rapport à ce qu'on connaît par rapport aux Américains. Alors, un shekel fort, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'Israélien moyen, en tout cas avec les produits importés, coûtent moins cher. Lorsqu'ils voyagent à l'étranger aussi, ça leur revient moins cher. Encore faut-il pouvoir sortir du pays par l'aéroport. Mais c'est quand même un problème pour les exportateurs israéliens. Et est-ce que là, ça ne va pas devenir aussi peut-être sur un court terme ou du long terme un problème pour justement les exportateurs israéliens ? Oui, vous avez tout à fait raison. C'est un vrai sujet. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, quand on parle d'exportation des sociétés israéliennes, on parle de montants très significatifs. Et aujourd'hui, si on a un contrat qui s'établit sur des chiffres qui sont de l'ordre de 50 millions de dollars ou 40 millions de dollars, avoir un shekel dollar à 2,98 ou à 3,10, c'est pas du tout les mêmes rentrées pour les entreprises israéliennes. Donc, pour les entreprises israéliennes, ça peut semblait être un problème. Et je dis ça peut, pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup d'entreprises israéliennes ont négocié des contrats en devises. Et donc, pour eux, c'est presque pas le sujet parce qu'ils ont anticipé cette problématique, parce qu'on est quand même passé sur un dollar qui était à l'époque très proche de 4. Donc, cette tendance, elle est un peu historique de la baisse du dollar par rapport au shekel. Donc, en fait, beaucoup de ces exportatrices israéliennes ont anticipé le sujet depuis quelques mois, pour pas dire de quelques années, et maintenant ils négocient systématiquement en dollars. Mais toutes les entreprises israéliennes qui n'ont pas le choix, parce que effectivement ils se retrouvent avec une problématique de devoir négocier leur contrat en shekel, et bien pour eux c'est absolument catastrophique. C'est pour ça qu'il y a un équilibre à trouver entre un shekel fort et un shekel
trop fort aussi, qui fait en sorte que, bien sûr, pour les entreprises exploitatrices israéliennes, c'est un sujet, mais aussi pour tous les étrangers, pour le tourisme, c'est une catastrophe. Combien de touristes étrangers disent « je ne veux plus et je ne peux plus aller en Israël parce qu'aujourd'hui, avec le dollar ou l'euro tel qu'on le connaît, je n'ai plus le même pouvoir d'achat, donc je vais dans d'autres destinations. » Le tourisme a beaucoup souffert. L'immobilier aussi a souffert en Israël. On le voit avec le stock des appartements neufs, des kablanim, des constructeurs israéliens. Donc, il y a un équilibre à trouver. Et cet équilibre-là, il semble que on soit dans ce seuil de 3, ou si on s'éloigne trop entre le shekel et le dollar de 3, les investisseurs américains sont très présents, bien sûr, en Israël. C'est une problématique. Et si aujourd'hui, on se rapproche dangereusement dans le futur d'un dollar, d'un euro shekel plus proche de 3 ou de 3,20, c'est des lignes rouges qui peuvent avoir de vraies conséquences. Et puis, n'oublions pas aussi un point qui est très, très important, c'est qu'aujourd'hui, le taux d'intérêt de la Banque centrale israélienne, qui était encore en février 2026 à 3,50, est en train de baisser. Et plus on va baisser le taux d'intérêt en Israël, mieux ça va être pour le consommateur israélien qui va payer moins cher son intérêt, mais moins on va avoir d'attractivité avec des investisseurs étrangers. Et donc, ça risque encore de peser sur le shekel par rapport aux autres monnaies. Donc, effectivement, l'inflation est à 1,8%. C'est un triangle inflation, taux d'intérêt et le cours de la devise. Mais on est dans un équilibre et on espère ne pas aller encore trop loin, sinon ça peut être dangereux pour l'attractivité israélienne. Alors, vous parliez de l'inflation, et cette inflation qui est tombée à 1,5%, c'est un niveau très bas. Hein. Je crois que ça n'a pas été depuis plusieurs années. Est-ce qu'on peut dire que l'inflation a été vaincue en Israël, comme certains journalistes le disent aujourd'hui, journalistes économistes? Oui, c'est vraiment une très belle performance. La target, la cible de la Banque centrale israélienne à l'époque était de dire on doit revenir en dessous de 3 obligatoirement, et l'idéal pour nous, c'est 1,5. La projection jusqu'à fin 2026 de la Banque centrale israélienne, c'est 1,8 de taux d'inflation. C'est quand même extrêmement bas. Alors, en fait, on n'est pas dans un taux d'inflation faible qui fait en sorte que on va se retrouver avec des prix qui vont être beaucoup plus attractifs et beaucoup plus bas pour le consommateur israélien. Les économistes israéliens ont la phrase suivante: une inflation baisse, c'est un prix qui augmente moins vite en Israël. Et c'est la réalité des choses, puisque on se rend compte que on devrait forcément avoir les deux critères qui nous aident pour avoir des prix plus bas en Israël. On parlait tout à l'heure, il y a quelques instants, de la baisse du dollar et de l'euro. Quand on sait que Israël est une entreprise importatrice de manière significative, si le dollar et l'euro baissent par rapport au shekel, ça devrait nous coûter bien moins cher d'acheter des voitures européennes, américaines. C'est pas le cas. Pareil pour l'alimentation, c'est pas le cas. Pour le textile, c'est pas le cas non plus. Et en fait, la Banque centrale israélienne donne ce ratio suivant: quand on a 1% de gain sur le taux de change, on n'a que 0,25% qui s'impacte. Pourquoi ? Parce que, évidemment, que quand on achète moins cher, c'est moins coûteux, mais une fois que le produit arrive au port de Haïfa, eh bien, on a la logistique israélienne, on a la main-d'œuvre israélienne, on a l'assurance qui coûte plus cher, on a le fret qui coûte plus cher. Donc, tout ça arrive à se compenser, et c'est ce qui fait en sorte qu'on ne voit pas pour l'instant d'effet direct, mais ça augmente moins vite, et 1,5, c'est une performance, et même 1,8 en fin 2026, on peut dire que c'est une vraie réussite de ce point de vue-là en Israël. Alors, comme vous le dites, ça augmente moins vite, et c'est vrai que pour les ménages israéliens, c'est souvent très difficile, surtout dans ces périodes de vacances, dans ces périodes de fêtes. Et pour terminer, je ne veux pas vous demander votre opinion politique, mais est-ce que, d'une certaine manière, vous ne regrettez pas que ce sujet, justement, de la vie chère en Israël ne soit pas à l'ordre du jour de ces élections, de ces prochaines élections
en tant qu'économiste. On a l'impression, vous avez tout à fait raison, on a l'impression que c'est extrêmement secondaire, alors que c'est aujourd'hui ça, comme l'éducation, comme d'autres données, on met la sécurité en premier, le reste viendra, c'est ce qu'on dit, et c'est un vrai sujet pour les Israéliens. Mais on sait, nous, de l'extérieur, que aujourd'hui, une simple décision permettrait de changer la vie de beaucoup d'Israéliens, c'est la libération de la concurrence en Israël. On l'a vu à chaque fois qu'on a des secteurs qui sont concurrentiels, c'est le cas des télécoms par exemple, avec à l'époque Golan Telecom. Chaque fois qu'on a plus de concurrents, on arrive à avoir un marché qui est beaucoup plus bas pour les Israéliens. Et c'est aujourd'hui ce marché dans lequel on a une dizaine d'entreprises de conglomérats qui maîtrisent quasiment l'économie israélienne, qui tuent tous les efforts qui peuvent être faits. Bonne nouvelle attendue au 1er septembre 2026 pour les consommateurs israéliens. La Banque centrale israélienne devrait baisser de 0,25 les taux d'intérêt. Ça aussi, c'est donc une réduction des mensualités à venir. Et ça, c'est bon pour le pouvoir d'achat. Mais aujourd'hui, la politique doit plus être présente sur l'économie parce que c'est le quotidien de beaucoup d'Israéliens et c'est également la survie de beaucoup d'Israéliens aussi, avec un taux de pauvreté qui est très important en Israël. Malheureusement, on l'oublie des fois. Et on peut regretter que ce sujet ne soit pas du tout, mais pas du tout à l'ordre du jour politique et des élections. Et c'est très dommage. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été ce matin avec nous et merci pour vos explications. À très bientôt, Gilles Belaïch. À très bientôt sur Studio Kalita.